Deux négociations importantes ont lieu en ce moment, les préparatifs de la grande conférence sur le climat à Paris en décembre et un projet d'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis. On en parle avec l'invité du Grand Angle. Et l'invité du Grand Angle ce samedi, c'est Corinne Lepage. Bonsoir Corinne Lepage. Alors, vous êtes avocate, ancienne ministre de l'Environnement de 95 à 97 dans le gouvernement Juppé. Vous militez sans relâche pour défendre l'environnement, le bien commun de notre planète. Vous refusez l'étiquette d'écologiste de droite. Vous estimez qu'en la matière, les clivages gauche-droite sont dépassés. Et vous êtes aujourd'hui présidente de CAP 21, le Rassemblement citoyen. Alors, je le disais, deux négociations très importantes ont lieu en ce moment. Comment limiter le réchauffement climatique? Ce sera l'objet de la conférence de Paris. Et puis la mise en place laborieuse d'un accord de libre-échange avec les États-Unis. Vous êtes, Corinne Lepage, opposée à ce traité de libre-échange et vous dites que ce traité serait une grave menace pour le climat. Pourquoi ? Si vous voulez, ce traité, améliorer le commerce entre les États-Unis et l'Europe, pourquoi pas? Je veux dire, on ne peut pas être contre. Ouais. Ce qui est très gênant dans ce traité, c'est deux choses. La première, c'est un tribunal, ce serait échapper aux juridictions nationales avec un tribunal d'arbitrage obligatoire et privé, qui donc ne permettrait plus aux tiers, c'est-à-dire à nous tous, aux citoyens, de faire valoir nos droits de quelque manière que ce soit. Ce qui voudrait que les entreprises pourraient s'adresser à ce tribunal privé pour contester des décisions publiques. Tout à fait. Et par exemple, ça a été fait par une entreprise française en Égypte au motif que le SMIC avait été instauré. Donc si vous voulez, ça peut être sur n'importe quelle mesure qui a strictement rien à voir à partir du moment où ça change des contrats qui ont pu être passés. Mais là, ce que vous me dites, c'est que ça existe déjà avant, malgré que le traité ne soit pas... Ça existe pour des opérations limitées. Là, ce serait quelque chose de généralisé. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on veut arriver à des règles harmonisées, c'est-à-dire en réalité supprimer tout le système de sécurité sanitaire et alimentaire européen. Et cela, ça me paraît quelque chose qui n'est absolument pas acceptable. Ce qui voudrait dire, par exemple, que les Européens devraient importer des produits génétiquement modifiés américains. Les OGM, la viande aux hormones, la colle à viande, la viande chlorée, etc. Est-ce que ce n'est pas déjà le cas aujourd'hui aussi ? Alors, pour les OGM, oui. On pourrait faire autrement. Mais enfin, on en importe. Pour le reste, non. Puisque nous avons pu bloquer, du temps où j'étais au Parlement européen, un certain nombre de velléités américaines en ce sens. Voilà. Donc, je crois que ça, ce n'est pas quelque chose d'acceptable. Et j'espère bien que ce ne sera pas voté. Du reste, le Parlement s'est prononcé. Voilà. J'allais dire que c'est pas... Apparemment, ce traité de libre-échange a un peu du plomb dans l'aile. Déjà, Barack Obama a des soucis avec son Congrès. Les démocrates s'opposent, en fait, à un traité parallèle qui se négocie pour l'instant avec le Pacifique. Mais ce sera à peu près le même traité pour l'Atlantique Nord. Et puis, le Parlement européen a reporté, en fait, le débat. Alors, c'est pas un succès parce que ça a été reporté. Il y a eu quelques voix de plus pour le report parce que, en réalité, le risque, c'était qu'il soit rejeté purement et simplement et qu'on n'en parle plus. C'est ce que j'aurais préféré. Enfin, c'est déjà pas mal. Alors, on va parler de la défense du climat et on va voir que même le pape en a fait une encyclique cette semaine. Un pape François offensif qui désigne l'homme comme étant le principal responsable du réchauffement climatique. Je propose de revenir brièvement sur cette prise de position du pape écologiste avec Renaud Bernard. Prescripteur, le pape appelle à la décroissance dans son texte, à l'abandon du pétrole et du charbon. Il faut changer de comportement, c'est sa conviction, rapporte Monseigneur Bousquet qui a assisté à la présentation du texte. L'opinion du pape, c'est que quand même l'homme n'est pas étranger au dérèglement du climat. Il y a bien quelque chose qui se fait. Le texte de l'encyclique de 192 pages est clair. Si rien ne change, le monde est perdu. Il y a 18 mois, Nicolas Hulot était venu au Vatican rencontrer le cardinal Turkson, celui qui a rédigé l'encyclique. Et il avait justement lancé ce message. Je crains que nous rentrions dans ce que j'appelle le tunnel de l'irréversible. Le Vatican a entendu. Il faut changer de route et s'engager à assumer la responsabilité de prendre soin de notre maison commune. François est un chef d'État, le Vatican, mais c'est avant tout une autorité purement morale. Aussi, si son encyclique annonce l'apocalypse climatique, pour que le message soit efficace, faut-il encore qu'il soit entendu.
Corinne Lepage, c'est un soutien inattendu Alors, inattendu, pas tout à fait, mais un soutien contestable et extrêmement important. On a besoin, effectivement, de tout l'aspect moral derrière cette affaire climatique, parce qu'il y a les négociations entre les États qui ont les difficultés que l'on connaît, mais il y a surtout la prise de conscience de notre responsabilité commune. Et le président de la République m'a chargé d'une mission pour travailler sur une déclaration des droits de l'humanité, avec, bien sûr, tous les représentants de pays qui voudraient s'y joindre, et je suis en train de mettre en place ce groupe de travail. Donc l'encyclique du pape vient évidemment à point nommé. Des droits de l'humanité, j'imagine, pour défendre les plus faibles, qui sont souvent les premières victimes des changements climatiques. Tout à fait. Les droits de l'humanité, surtout à persévérer dans son être, c'est-à-dire que nous cessions ce comportement totalement irresponsable qui est le nôtre actuellement. Alors on en parlera évidemment de plus en plus d'ici le mois de décembre, du climat. À quelles conditions, selon vous, cette conférence de Paris pourrait être un succès ? Il faudrait, pour que ce soit un succès, qu'il y ait des engagements de niveau suffisant et que ce ne soit pas des engagements dans le vide. C'est-à-dire qu'il y ait un contrôle et une sanction si ces engagements ne sont pas respectés. Deuxièmement, il faudrait avoir de l'argent. C'est-à-dire que le fonds de 100 milliards... qui est promis, mais pas encore atteint. On en est à 10 milliards, et seulement 4 milliards ont été mis en place. Donc on en est très très loin. Et il est clair que si vis-à-vis des pays du Sud, on ne leur donne pas les moyens de l'adaptation au changement climatique, il ne se passera rien du tout. La bonne nouvelle, je dirais, c'est que le monde est en train de changer très vite. Il y a ces difficultés de chefs d'État parce qu'il y a toute une série de considérations qui viennent se mélanger au climat et qui n'ont pas grand-chose à voir avec. Considérations, ça veut dire les intérêts nationaux ? Les intérêts nationaux, certains intérêts industriels, des intérêts géostratégiques, etc. Mais quand vous regardez ce qui se passe dans le monde économique, quand vous regardez ce qui se passe dans les villes, quand vous regardez ce qui se passe dans la société, vous voyez que les gens sont en train de changer. J'ai eu l'honneur de remettre à Ségolène Royal hier un rapport sur l'économie du nouveau monde que chacun peut télécharger, du reste sur adnmonde.fr, qui montre bien que dans notre pays, pourtant où nous ne sommes pas des foudres de guerre en matière d'énergie renouvelable, c'est le moins qu'on puisse dire, eh bien les choses changent. Et c'est comme ça partout dans le monde. Donc je pense que la pression des villes, des citoyens, des collectivités publiques va permettre d'emporter le morceau. Oui, d'ailleurs, vous n'êtes pas tellement tendre pour la France dans ce rapport, parce que vous dites que quelque part, elle est en train de rater la transition énergétique du XXIe siècle. Parce qu'il y a trois grands domaines, en fait. Il y a l'énergie, il y a l'agriculture, il y a aussi la fiscalité verte. Et là, la France a du retard dans ces trois domaines. On a beaucoup de retard. Alors, la loi sur la transition énergétique est évidemment quelque chose de très important et qui va évidemment dans le bon sens. Personne ne va dire le contraire. Simplement, nous avons de telles pesanteurs dans notre pays, c'est ce que nous avons essayé de montrer, qu'il faut pouvoir aller plus loin que ne le fait cette loi qui va déjà, encore une fois, dans la très bonne direction. Mais par exemple, en matière d'énergie, on sait qu'en France, on n'est pas très bon pour tout ce qui est renouvelable, sous prétexte que nous avons le nucléaire. Le nucléaire est en train de nous plomber, pour dire les choses très clairement. C'est une énergie qui est très coûteuse, qui devient l'énergie la plus chère du monde par rapport à l'éolien ou au solaire. Et dans le même temps, elle empêche le développement d'une véritable filière française du renouvelable. Moi, j'avais fait une proposition qui est très simple, avec les difficultés qu'on rencontre à Areva. C'était de dire, eh bien, très bien, continuons avec une filière EDF sur le nucléaire, et avec Areva, qui reprendrait EDF Énergie Nouvelle, faisons un grand leader français du renouvelable dont nous avons besoin et qui tirerait toute la filière derrière. Et ce n'est pas le cas. Mais non, pas du tout. Alors, le lobby nucléaire, il reste puissant en France. Il est extrêmement puissant. Ça capitalise des sommes énormes chaque année. Et qui ne vont pas au reste. Alors, les communes, les entreprises ont des stratégies de contournement. La loi sur la transition énergétique change un petit peu la donne, puisqu'elle ramène le nucléaire à 50% au lieu de 75%. Mais je dirais que la révolution, comme le fait le Nord-Pas-de-Calais, par exemple, elle n'y est pas encore à l'échelle nationale. Un mot sur l'agriculture aussi. L'agriculture française reste une importante source de pollution. Il faudrait que les agriculteurs se mettent plus à ce qu'on appelle l'agriculture biologique. Il y a aussi des marchés. Alors, il y a l'agriculture biologique et puis il y a ce qu'on appelle l'agroécologie, qui est une agriculture écologique, qui n'est pas forcément bio, qui ne va pas jusque-là, mais qui réduit beaucoup les intrants. Le problème, c'est les pesticides, parce que nous sommes, d'abord, c'est un poison pour la santé, et en plus, nous sommes en train de tuer nos sols et de polluer nos eaux pour des générations et des générations. Mais il faut aider les agriculteurs. On fait des programmes en matière de pesticides, parce que j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup, mais que
C'est-à-dire qu'on en utilise peut-être un peu moins, mais ils sont toujours plus puissants, donc le résultat reste le même. Mais ce que je voudrais dire, c'est que les agriculteurs sont souvent victimes du système, c'est les premières victimes en termes de santé, et s'ils font ça, c'est parce qu'ils ont des impératifs de productivité et de rendement qui sont absolument fous, et des difficultés avec la grande distribution qui fait que leurs prix sont toujours tirés vers le bas. Donc c'est un système global qu'il faut penser, et nous faisons un certain nombre de propositions dans le rapport. Mais ça, bien sûr, ce ne sera pas à l'horizon décembre 2015. Ça c'est pour... Tout ne sera pas fait en décembre 2015. Un mot aussi sur le troisième pilier, je parlais de l'énergie, de l'agriculture, de la fiscalité. En matière de fiscalité verte, il y a certaines taxes qu'il faudrait réduire, diminuer le TVA dans certains domaines, augmenter en revanche... Ce que nous proposons, c'est à minima une TVA à taux réduit sur tout ce qui est bon pour l'environnement et la santé. Le bio, mais pas seulement, la cosmétique bio, l'agriculture bio. Pour que les gens voient une différence de prix. Et les produits utilisés, fabriqués à partir de produits recyclés. Et donc, dans le cadre de l'économie circulaire. Nous proposons d'aller vers ce qu'on appelle une TVA circulaire, qui va plus loin que cela, et de manière plus générale, d'internaliser les coûts. C'est-à-dire que de faire en sorte que dans le prix et dans la fiscalité, nous soyons encouragés à moins peser sur l'environnement et la santé. Et pour cela, il faut payer moins quand c'est bon et payer plus quand ça ne l'est pas. Parfait, ce sera le mot de la fin. Merci Corinne Lepage. Merci à vous. On vous reverra sûrement d'ici le mois de décembre, avec cette fameuse conférence dont on parle tant. Merci beaucoup.